J'avais toujours dit que je mourrais dans mon fauteuil, avec une aiguille et du fil à la main. Pas comme ça. Pas transformée en une chose tremblante qui avait peur de son propre appartement. 71 ans. Et je me sentais plus vieille que la maison de mes grands-parents. La chute, ce n'était rien, vraiment. Une simple glissade sur le carrelage de la salle de bain. Je n'avais même pas eu mal. Mais cette seconde où j'ai cru que je ne pourrais jamais me relever, ça a tout changé. C'était comme si mon corps s'était rappelé qu'il avait 71 ans et qu'il refusait de coopérer. Le docteur a parlé de syndrome post-chute. Un mot chic pour dire que mon cœur battait plus fort que mes jambes. La peur était devenue un poison. Elle me faisait perdre l'équilibre, même quand j'étais assise. Mon appartement à Suresnes, je l'avais gagné à la force du poignet. Chaque centime, depuis mes 16 ans, passé à coudre. J'avais transformé ce petit lieu en un refuge lumineux, loin du tumulte de Paris. J'avais élevé Sophie seule ici. Quand mon mari est parti, il m'a laissé cet héritage. Ces 4 murs étaient tout ce que j'avais, ma fierté. Au début, Sophie, ma fille unique, et Marc, mon gendre, étaient là, des anges. Ils venaient tous les jours, Marc avec sa cravate serrée, et Sophie, toujours élégante, même après une longue journée dans l'immobilier. « Repose-toi, maman », disait Sophie en mettant mes repas au micro-ondes. « Nous prenons le relais. » Je me sentais mal de dépendre d'eux, moi qui avais toujours géré ma maison, mes comptes, ma vie. J'avais toujours cru qu'il n'y a pas de petite victoire. Mais maintenant, marcher jusqu'à la cuisine était une victoire que je n'arrivais plus à gagner. Les premières semaines, j'ai accepté leurs soins. Je pleurais en secret, culpabilisant de devenir un fardeau. Surtout pour Sophie, qui ne cessait de me rappeler à quel point sa vie était parfaite et que je la ralentissais. « C'est la vie, maman. On n'a plus 20 ans. » m'avait dit Sophie, sa voix douce, mais ses yeux froids. Elle m'aidait à m'asseoir dans mon fauteuil favori, près de la fenêtre. Ses mains étaient si douces sur mes épaules, mais je sentais une tension derrière ce sourire. J'essayais. Le kiné m'avait donné des exercices tout simples. Tenir debout sur un pied, toucher le mur pour retrouver mes repères. Mais Marc s'était mis en travers. Un matin, je me souviens, il avait ramassé le dépliant du kiné, l'avait chiffonné avec dégoût et l'avait jeté à la poubelle. « Ce truc est ridicule, Geneviève !» avait-il dit, sans même me regarder. Il était toujours si arrogant. « Vous êtes trop vieille pour ça. Ce sont des efforts inutiles. Nous allons nous en occuper, nous. » Ils avaient pris le contrôle total. Mes courses, mes rendez-vous et surtout mes médicaments. J'avais une boîte à pilules, organisée pour la semaine, des vitamines prescrites et un petit anxiolytique pour la nuit, pour calmer ma panique. C'était la seule chose que je devais prendre. Mais Marc insistait pour me les donner lui-même, juste après le déjeuner. « Il faut être sûr que vous ne fassiez pas d'erreur, maman, » disait Sophie, en mettant un verre d'eau devant moi. Mais voilà. Au lieu de me sentir mieux, je me sentais de plus en plus mal. Je pouvais me lever le matin, me faire un café avec difficulté. Je me sentais à peu près correcte. Mais après leur visite de midi, après avoir pris ces pilules qu'ils me donnaient, c'était le chaos. Des vertiges violents. Le sol bougeait sous mes pieds. Mon cœur s'emballait pour rien. J'ai commencé à croire que j'étais vraiment en train de devenir folle. Mon corps m'abandonnait si vite. « Regarde-toi, maman », m'avait dit Sophie la semaine dernière, avec un soupir exaspéré. « Tu es figée. Si tu ne marches pas, tu vas finir à l'EHPAD avant l'été. » L'EHPAD. Le mot était comme un coup de couteau. L'idée de perdre ma maison, mon indépendance, me terrorisait plus que la chute elle-même. Je me disais, il faut du courage. Je dois me relever. Mais plus je me forçais, plus je tombais. Ou du moins, plus je vacillais. Un après-midi, j'ai voulu faire un petit effort. J'ai essayé de marcher de ma chambre au salon, en m'accrochant aux meubles.
C'était épuisant. Quand Marc est arrivé, il m'a vu pencher contre le mur. Il n'a pas couru vers moi pour m'aider. Il a juste regardé, les mains sur les hanches, la déception évidente sur son visage. « Vraiment, Geneviève, à quoi ça sert ? Ce n'est pas parce que vous vous traînez dans le salon que vous allez mieux. Vous devez accepter que votre temps est passé. » Cette condescendance, il me traitait comme une enfant qui faisait des caprices. J'ai pleuré toute la soirée. C'est vrai, il n'y a pas de petite victoire. Et je n'en remportais aucune. J'ai eu une pensée terrible. Peut-être que je méritais l'EHPAD. Peut-être que j'étais juste un fardeau. Mais la petite voix en moi me dérangeait. Pourquoi les vertiges que c'était-ils si violents juste après les pilules ? Pourquoi Marc insistait-il autant pour que je jette le dépliant de rééducation ? Et pourquoi, chaque fois que je posais des questions sur les ordonnances, Sophie devenait-elle glaciale et changeait-elle de sujet ? Elle parlait d'un air trop beau, comme elle faisait avec ses clients de l'immobilier, ceux qu'elle essayait d'arnaquer. C'était étrange. Ils étaient là pour m'aider à me rétablir, mais ils décourageaient tout effort. « Le corps parle », disait ma grand-mère. Et le mien était en train de crier. J'ai commencé à observer. Je suis couturière. J'ai l'habitude de remarquer les petits détails, la finesse d'un point, l'ombre d'une couture. J'ai remarqué que le flacon de mes vitamines habituelles avait été remplacé. C'était un générique sans nom, un truc transparent. J'ai demandé à Sophie. « Ah, ça, c'est le nouveau. L'ancien était en rupture de stock. Pas de souci, c'est la même chose. » Elle avait souri un sourire trop parfait. Elle a gardé l'ancien flacon avec elle, je crois. J'ai vu d'autres choses. Marc qui passait beaucoup de temps sur son téléphone, loin de moi. Des murmures dans la cuisine. Et l'appartement, mon cher appartement que j'avais toujours gardé impeccable, était devenu l'objet de leur discussion. « Ça ferait une belle plus-value », avait chuchoté Marc à Sophie un soir, juste devant ma porte. Plus-value, mon cœur s'est serré. Je me suis dit, ça remet les pendules à l'heure, Geneviève. Tu es fragile, mais pas stupide. J'ai commencé à jeter mes anxiolytiques dans les plantes en cachette, prétendant les prendre. Je voulais voir si mon état s'améliorerait. Mais Sophie ou Marc étaient toujours là pour m'en donner. Ils insistaient. L'urgence montait. Sophie parlait de la fin du mois, d'un document qu'il fallait signer pour faciliter ma gestion. Je n'avais pas compris de quel document il s'agissait. Je me sentais si confuse, si faible. Puis, il y a eu cette nuit. Sophie dormait dans la chambre d'amis, pour me surveiller, avait-elle dit. Marc était rentré tard et elle était descendue lui parler à voix basse au téléphone. J'avais soif, une soif terrible. J'ai réussi à me glisser hors du lit, en m'agrippant au mur pour ne pas tomber. Chaque pas était une torture. La peur me mordait le ventre. La lumière était éteinte dans le couloir, mais la porte de la cuisine était entr'ouverte et une faible lueur filtrait de la fenêtre. Je me suis arrêtée, le cœur battant dans ma gorge. J'ai entendu le murmure de Sophie. Elle ne savait pas que j'étais si près. Elle parlait à Marc, sa voix était tendue, pressée. Elle ne sonnait plus comme ma fille, mais comme une étrangère, une personne dure et sans âme. Non, non, ça empire, je te dis, souffla Sophie dans le combiné. Elle semblait exaspérée, mais il y avait une froideur terrible dans ce ton. Elle a continué, sa voix se faisant plus dure. J'ai failli m'évanouir contre le mur. Qu'est-ce qui empirerait ? Ma santé ? Ou quelque chose d'autre ? D'ici la fin du mois, elle sera trop faible pour signer quoi que ce soit. Nous devons juste continuer comme ça. Ensuite, l'appartement est à nous. L'appartement. Mon cœur s'est brisé. Ma propre fille. Ce n'était pas un fardeau que j'étais. C'était un obstacle. Ils ne me soignaient pas. Ils attendaient ma défaillance totale pour s'emparer de mon bien. J'ai réussi à me traîner jusqu'à mon lit. Mon corps tremblait,
non pas de vertige, mais d'une rage froide. Je n'étais pas folle, je n'étais pas sénile. J'étais la victime d'un complot silencieux, orchestré par ma propre chair et mon propre sang. Je me suis allongée dans le noir, mes doigts crispés sur le drap. La peur de tomber était toujours là, mais elle était désormais minuscule, écrasée par la peur bien plus grande de la trahison. Je ne savais pas ce qu'il faisait, ni comment il me rendait faible. Mais une chose était sûre. Si je devais finir à l'EHPAD, ou pire, ça ne se ferait pas en silence. Je n'étais peut-être plus la couturière forte d'autrefois, mais je n'avais pas sacrifié ma vie pour que ma fille me vole mes derniers jours. Ils voulaient que je sois incapable de signer. Très bien, je signerais. Mais pas ce qu'ils attendaient. Je me suis juré de garder la tête froide, un pas après l'autre. La couturière savait coudre des plans. Maintenant, il fallait que Geneviève se mette au travail. L'heure de la vengeance était arrivée. J'ai passé la nuit à fixer le plafond. Le murmure de Sophie, gravé dans ma tête, me donnait des nausées. L'appartement est à nous. C'était ça la vérité. Pas le syndrome post-chute, pas la vieillesse. C'était ma propre fille qui voulait me mettre hors d'état de nuire pour hériter. La peur de tomber était toujours là. Elle me pinçait le ventre, mais la rage l'avait rendue minuscule. C'était la peur de la trahison qui me tenait éveillée. Le matin, je me suis levée. J'ai agi comme d'habitude. Lente, hésitante. J'ai bien vu le sourire de Marc quand j'ai failli faire tomber ma tasse. Il pensait que leur plan fonctionnait à merveille. Il croyait que j'étais trop stupide, trop vieille. Mais moi, la couturière, j'avais appris à observer les motifs. Et là, le motif était simple. Les vertiges étaient toujours pires, juste après qu'il me donnait mes pilules de midi. Chaque jour, c'était la même chose. Je me sentais à peu près bien. Je prenais la pilule, et 1 heure plus tard, j'avais l'impression que mon cerveau flottait. J'ai commencé à faire semblant. Quand Sophie m'apportait le verre d'eau, je mettais la gélule dans ma bouche. Je la cachais sous ma langue, et je prétendais l'avaler. Le goût était horrible, mais je tenais bon. Plus tard, discrètement, j'allais aux toilettes, je sortais la pilule, et je la jetais dans la poubelle, cachée sous du papier. Pendant 3 jours, je n'ai plus pris ce qu'il me donnait. J'ai continué à prendre mes vrais médicaments, ceux que je gardais cachés sous le matelas. Et là, j'ai vu la différence. Le matin était meilleur, bien sûr. Mais l'après-midi, qui était avant l'heure du chaos, est resté calme. Je me sentais faible. J'avais toujours peur de tomber. Mais ce vertige violent, celui qui me faisait douter de ma santé mentale, avait disparu. Le corps parle. Et le mien m'avait dit la vérité. Il sabotait mon équilibre avec des médicaments qui me rendaient des faibles. Mais lesquels? Les vitamines génériques ou l'anxiolytique? Je ne savais pas. Marc, lui, continuait d'insister pour que j'arrête toute tentative de rééducation. Il faut aller à l'essentiel, Geneviève. Le repos. Pas ces acrobaties inutiles. Il m'avait dit un jour, en me voyant essayer de me tenir sur une jambe contre le mur. Il me traitait de haut, comme si j'étais un meuble ancien qu'on ne devait plus bouger. Ça m'a donné la force de me taire et de continuer mon observation. Je savais que j'avais besoin d'aide. Je devais prouver ce qu'il faisait sans qu'il le sache. J'ai pensé à Claire. Claire Lecroix, ma voisine du dessous. Elle avait 68 ans. Elle avait été aide-soignante. Elle était discrète. Elle avait toujours un œil sur ce qui se passait dans l'immeuble. Marc et Sophie ne la remarquaient même pas, trop occupés par leur propre magouille. Il fallait un prétexte. J'ai attendu l'après-midi, juste après que Sophie soit partie travailler. J'ai pris ma canne, j'ai mis mes vraies pilules dans la poche de mon gilet, et je suis descendue. Chaque pas était une torture à cause de la peur, mais je me suis dit, un pas après l'autre. J'ai frappé à la porte de Claire. « Geneviève ? Entrez, ma chère. Vous allez bien ?
dit Claire, ses yeux fins et vifs me scrutant. Je suis entrée, j'ai mis ma canne de côté et je me suis effondrée sur sa petite chaise, laissant échapper un sanglot forcé. « Non, Claire, ça ne va pas. Je crois qu'ils me rendent malade. » Lui ai-je soufflé. J'ai tout raconté. La chute, la peur, les vertiges qui augmentaient après la prise de médicaments. J'ai raconté la conversation entendue dans le couloir, le plan de l'appartement. La rage et la douleur me tordaient ça dans l'estomac. Claire m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne. Ma pauvre Geneviève, l'avidité c'est une maladie plus grave que la peur. J'ai sorti le flacon générique que Sophie m'avait donné. Regardez ça, mes vitamines. Elles ont été changées, il y a une semaine. Claire a pris le flacon, l'a retourné. Il n'y a aucune notice, aucun nom de laboratoire. C'est du n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça qui te fait tomber, Geneviève. C'est l'autre chose, l'anxiolytique. Elle a réfléchi un moment. Marc et Sophie ne veulent pas te tuer, mais te rendre totalement dépendante. Si tu prends un anxiolytique pour la nuit, il doit te calmer. Mais s'ils augmentent la soie, toi, la dose... Ça me donne des vertiges le lendemain. Ai-je terminé? Claire a hoché la tête. Exactement. Les benzodiazépines, si elles sont surdosées, c'est comme marcher sur un bateau ivre. Elles réduisent ton temps de réaction. Elles déséquilibrent ton oreille interne. Ils te sabotent pour que tu ne puisses pas faire la seule chose qui te sauverait, la rééducation. Elle a souri, mais ses yeux étaient sérieux. Marc t'a dit que les exercices de kiné étaient ridicules, n'est-ce pas? Il t'a dit que tu étais trop vieille. Oui, il a jeté le dépliant. Il savait exactement ce qu'il faisait. La peur t'a paralysée et les pilules t'ont maintenue en l'air. Tu ne touches plus le sol, Geneviève. Tu as le syndrome post-chute, certes, mais il l'aggrave volontairement. Claire est allée dans sa cuisine. Elle est revenue avec une feuille de papier griffonnée. Moi, j'ai travaillé des années avec des personnes âgées qui avaient peur de chuter. Le corps se déconnecte du cerveau. Il faut lui réapprendre où il est. Oublie les pilules qu'il te donne. On va les jeter. Nous allons commencer la rééducation proprioceptive, en secret. Elle a pointé son doigt sur la feuille. Premièrement, l'ancrage. On appelle ça les points d'ancrage. Tu te concentres sur la masse de ton corps dans tes talons, pieds à plat, immobile. 3 minutes, pas plus. Si tu le fais bien, ça réduit ton risque immédiat de chute de 27%. J'ai vu les résultats, Geneviève. 27%. Ça me semblait beaucoup. Je peux le faire, Claire, dans ma chambre. Deuxièmement, le contact. On appelle ça le toucher du mur. Quand tu marches, tu mets juste un doigt sur le mur. Pas besoin de t'accrocher. Juste un contact léger. 5 minutes par jour. Ça améliore ta proprioception de 18%. Tes muscles et ton cerveau se reparlent, ma belle. Claire est devenue mon entraîneur et mon espion. J'avais besoin de preuves irréfutables, pas seulement mon témoignage contre ma fille. Il faut qu'on sache ce qu'il prévoit, surtout s'il y a des documents à signer, dit Claire. J'ai fouillé dans le sac de Sophie quand elle était sous la douche. J'ai trouvé la chemise du notaire. Il n'était pas question d'une simple gestion. C'était un transfert de tutelle total qui leur permettrait de vendre l'appartement à la fin du mois. J'avais 3 semaines pour me rétablir. Et ce n'était pas tout. J'ai trouvé des documents bancaires cachés dans un tiroir de Marc. Une police d'assurance vie que j'avais souscrite il y a des années. 100 000 € qui devaient aller à mes petits-enfants. Mais une note manuscrite de Sophie disait « Transfert à Marc dans 10 jours si tutelle validée ». La nausée m'a prise. Ce n'était pas seulement le vol, c'était l'effacement total de ce que j'avais bâti. La douleur de cette trahison était pire que n'importe quelle chute. J'ai pleuré un peu, mais j'ai vite cessé. Gardé la tête froide. J'avais un combat à mener.
Marc et Sophie ont senti que le temps pressait. Ils sont devenus plus insistants, plus froids. « Tu as l'air plus faible, maman, » a dit Sophie, avec une fausse tristesse. « On dirait que tu ne récupères pas. On doit accélérer le rendez-vous chez le notaire. » J'ai joué mon rôle à la perfection. Je tremblais, je me plaignais de vertiges horribles. Mais en secret, je travaillais. Chaque matin, après qu'il soit 6h parti, je faisais mes exercices. Je pratiquais les pointes d'ancrage 3 fois par jour. Au début, tenir 3 minutes était un supplice. J'avais l'impression que j'allais m'écrouler, que le sol s'ouvrait. Mais après une semaine, je tenais ferme. Je sentais mes talons s'enfoncer dans le plancher de bois, ma tête s'éclaircir. Je marchais lentement, ma main glissant sur le mur de mon couloir, sans m'y appuyer, juste le contact des doigts, l'exercice du toucher du mur. C'était stupide, mais ça marchait. Mon cerveau apprenait à faire confiance à mon corps à nouveau. J'ai vu l'amélioration. La semaine dernière, il me fallait 30 secondes pour passer du fauteuil à la table de cuisine. Maintenant, je le faisais en 15 secondes, avec beaucoup moins de tremblements. C'était la première victoire que je remportais depuis des mois. Il n'y a pas de petite victoire. Celle-là était énorme. Mais je devais aller plus loin. Claire m'a apporté un petit enregistreur, grand comme une boîte d'allumettes. « Ta, on ne sait jamais ce qu'ils pourraient s'arrodir sous pression, Geneviève. Cache-le quelque part. Fais-leur peur. » J'ai caché l'enregistreur sous le plaid, sur le canapé du salon, juste à l'endroit où ils passaient le plus clair de leur temps. J'ai continué à prendre mes vrais compléments en cachette et à jeter les fausses pilules. J'ai aussi commencé un 3e exercice, simple, mais crucial pour la stabilité. Claire l'appelait la respiration stabilisante. Assieds-toi, Geneviève. Ferme les yeux. Respire profondément par le ventre. Concentre-toi sur le poids de tes fesses sur la chaise. Ne pense à rien d'autre. Fais-le pendant 2 minutes. En cas de panique ou de vertige soudain, ça active ton équilibre en 90 secondes. Je testais cette technique avant chaque visite de Marc et Sophie. Je me sentais plus enracinée. L'anxiété n'avait plus la force de m'envoyer valser. Marc, lui, devenait de plus en plus nerveux. Il sentait que le temps était compté, que la fin du mois arrivait et que je n'étais pas assez faible. Un soir, il est entré, furieux parce que j'avais refusé de signer un document d'apparence banale concernant la copropriété. « Tu es ridicule, Geneviève. Si tu nous fais rater ce coup, tu le regretteras !» hurla-t-il, les yeux injectés de sang. « On a dit avant la fin du mois. » J'ai fait semblant de pleurer, de trembler de peur. Il a claqué la porte. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'enregistreur sous le plaid avait capté chaque mot. J'avais ma preuve. Une preuve de menace et de manipulation, couplée à mon rétablissement secret. Marc et Sophie ont pris leur décision finale. Maître Durand, le notaire, vient après-demain, maman, a annoncé Sophie. Sa voix était douce, mais j'y sentais l'acier. Pour le transfert de gestion, tu dois signer assise, pour qu'il voie que tu es incapable. Assise ? Ai-je demandé, jouant la confusion. Oui. Parce que tu n'es pas stable, maman. Ne t'inquiète pas. On prend soin de toi. Ce jour-là, j'ai fait l'exercice des pointes d'ancrage sans m'arrêter pendant 15 minutes. Je sentais la puissance dans mes jambes, l'équilibre restauré. J'avais l'impression d'avoir la stabilité d'un chêne, même si je ne montrais que la fragilité d'une feuille. La veille du jour J, Claire est montée. Elle n'a rien dit. Elle a juste vérifié l'enregistreur et m'a apporté des documents qu'elle avait photocopiés à la bibliothèque. Des articles de loi sur l'abus de faiblesse. N'aie pas peur de ton histoire, Geneviève. Ce qu'ils t'ont fait, c'est grave. Tu es la victime. J'ai mis l'enregistreur dans la poche de ma robe de chambre favorite. Je savais que demain serait le jour de la vérité. Il pensait que j'allais signer ma propre mise au rebut. Le matin du rendez-vous, je me suis levée. J'ai fait mes exercices de stabilité et j'ai enfilé ma robe de chambre.
Je me suis assise au salon, près de la fenêtre, jouant la vieille femme apeurée. L'attente fut longue. Enfin, la sonnette retentit. Sophie et Marc sont entrés souriants, avec la chemise du notaire. Ils étaient élégants, triomphants. « Maman, c'est le grand jour. Le notaire sera là dans 1 heure pour le transfert de gestion, avant la clôture du dossier d'assurance demain, » annonça Sophie, la voix mielleuse. « Tu as juste à te présenter, assise, et signer. Ça va être facile. » Geneviève, vêtue de sa plus belle robe de chambre, trembla visiblement, jouant à merveille la fragilité. Elle tendit la main pour attraper le document que Sophie agitait négligemment. Cependant, Sophie ne vit pas que dans la poche de la robe de chambre. Geneviève tenait fermement l'enregistreur numérique. Et elle ne remarqua pas non plus que, sous la table du salon, l'ancienne couturière venait d'exécuter pour la dernière fois ses points d'ancrage. 3 minutes. Geneviève leva les yeux vers sa fille et son gendre. Elle avait le sourire vacillant de la défaite, mais intérieurement, elle se sentait plus solide que jamais. Elle était stable, elle était armée. « Très bien, Sophie, je vais signer, » murmura Geneviève. « Mais avant, il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. C'était un jeudi matin, 10 heures précises. L'appartement, mon cher appartement, haussmannien, à Suresnes, était étrangement silencieux, seulement brisé par la voix mielleuse de Sophie et l'air triomphant de Marc. Ils étaient élégants, Marc dans son costume gris anthracite, Sophie dans un tailleur impeccable, comme s'ils allaient assister à une cérémonie de remise de prix. Je les attendais, assise, jouant la vieille femme apeurée. J'avais mon rôle à tenir jusqu'au bout. « Très bien, Sophie, je vais signer, » leur avais-je murmuré, ma voix pleine de la faiblesse qu'ils attendaient. « Mais avant, il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Je me suis levée. Ce n'était pas la levée laborieuse et tremblante des semaines passées. C'était une ascension lente mais ferme, une poussée d'équilibre que même ma peur ne pouvait plus affaiblir. Marc signa, son sourire figé, remarquant ma stabilité anormale. Sophie, trop occupée à déplier les documents notariaux, ne prêta pas attention. La porte d'entrée s'ouvrit alors. Elle révéla non pas Maître Durand, le notaire qu'ils attendaient pour valider ma tutelle, mais Maître Lefebvre, mon propre avocat, suivi de Claire Lecroix, ma voisine. Et, pour couronner le choc, le commissaire divisionnaire Dubois, accompagné de 2 officiers en uniforme sombre. Marc blêmit, le sang se retirant de son visage. Il comprit immédiatement que son piège s'était refermé sur lui. « Qu'est-ce que ce cirque, maman ?» articula-t-il, sa voix tremblante, cherchant un échappatoire dans la pièce. Je marchais lentement, sans ma canne, sans un seul tremblement, vers le fauteuil que j'avais tant redouté. Je l'avais jeté dans le coin du salon avant leur arrivée. Ma démarche était l'aboutissement de semaines d'exercice secret des points d'ancrage. Je me tenais droite. Je sentais la puissance de mes pieds fermement plantés dans le parquet. J'avais plus de 40% de proprioception retrouvée. J'étais stable. Je me tournais vers ma fille et mon gendre, mon regard dénué de la peur qui m'avait habité. « La première chose, » dis-je, ma voix plus claire et plus basse qu'il ne l'avait entendue depuis des mois, « c'est que je ne suis plus malade. » Sophie, le teint cireux, tenta de rire. « Mais de quoi parles-tu, maman? C'est le choc. » Je déposai le petit enregistreur numérique, noir et silencieux, sur la table en acajou. Je pressai le bouton de lecture. La voix de Marc, nette et métallique, remplit le salon. « Tu es ridicule, Geneviève. Si tu nous fais rater ce coup, tu le regretteras. On a dit avant la fin du mois. » Marc fit un pas en avant, cherchant à saisir l'appareil, mais un officier se plaça discrètement devant lui. Un silence absolu et pesant s'installa. Maître Lefebvre ouvrit une chemise et en tira 2 documents.
Deuxièmement, poursuivis-je, sans accorder un regard à Marc, c'est le motif. L'appartement vaut 450 000 €, mais l'urgence était ailleurs. Je désignai les papiers devant Marc. Maître Lefebvre a obtenu de la banque une copie du document d'assurance vie que vous vouliez saisir. 100 000 €. Il y a une note de Sophie. Transfert à Marc dans 10 jours si tutelle validée. Sophie laissa échapper un sanglot aigu. Elle regarda sa mère, ses yeux implorants. Et troisièmement, continuai-je, c'est la méthode. Vous m'avez volé mes vrais anxiolytiques et m'avez donné un surdosage. Claire s'avança, tenant 2 boîtes de médicaments. J'ai ici les analyses de laboratoire, commissaire. Les pilules qu'il donnait à Geneviève contenaient un dosage multiplié par 2, conçu pour provoquer un vertige constant. Il sabotait ta rééducation. Marc lui disait que la kinésithérapie était inutile. Claire me désigna, triomphante. Il y a 2 mois, son risque de chute était critique. Grâce à la rééducation proprioceptive et à la respiration stabilisante, ce risque est aujourd'hui inférieur à 20%. C'est la preuve médicale que son invalidité était artificiellement maintenue. Marc, le visage écarlate, essaya l'ultime carte, les larmes coulant sur ses joues. « Geneviève, Sophie est ta fille. Je t'ai appelée maman pendant 10 ans. Tu vas nous livrer à la police? Pense à nos enfants. Nous étions désespérés. La vie est difficile. Tu vas nous détruire à cause de quelques pilules ?» Je me rapprochai de lui, mon cœur empli d'une froideur que je n'aurais jamais cru possible. Je le regardais sans trembler. J'ai sacrifié toute ma vie, aiguille et fil à la main, pour que personne ne vole mes 4 murs. Vous avez tenté de me mettre à l'EHPAD, de me voler l'appartement à 450 000 € et 100 000 € de mon assurance vie. Vous avez laissé mes petits-enfants sans bénéficiaire légitime. Ma voix devint un couperet. Ma fille est morte le jour où elle a échangé ma vie contre de l'argent. Je ne vous connais plus. Le commissaire Dubois n'attendit pas une seconde de plus. Il fit signe aux officiers. Marc Delacroix et Sophie Leclerc. Vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse, tentative d'escroquerie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui sur personne vulnérable. Les menottes claquèrent sur les poignets de Marc, qui se débattit et hurla de fureur. Sophie s'effondra en larmes hystériques en étant menottée, fixant la chemise du notaire, ses rêves de richesse anéantis. Le silence revint dans la pièce. N'était-ce que le son de la voix de maître Lefebvre qui validait l'annulation de tous les documents de tutelle que Sophie avait préparés. L'appartement était à nouveau mon refuge. Le procès fut un événement médiatique, couvrant les gros titres sur l'avidité et la maltraitance des aînés. Sophie et Marc furent jugés et reconnus coupables d'abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. Marc fut condamné à 12 ans de réclusion ferme, et Sophie, compte tenu de son rôle actif dans le sabotage de mes soins, à 8 ans de prison. Marc perdit son statut de conseiller financier et toutes ses licences professionnelles. Ils furent condamnés à me verser solidairement une indemnisation de 200 000 € pour le préjudice moral subi. La police découvrit des preuves que Marc avait déjà détourné des fonds dans son entreprise, ruinant leur réputation et leurs finances. La famille entière de Marc et Sophie coupa les ponts, dégoûtés par la froideur de leur plan. Mes propres petits-enfants, qui n'avaient pas été informés de l'ampleur des crimes de leurs parents, restèrent avec moi. Marc purge sa peine à la centrale de Poissy et Sophie au centre de détention de Versailles. Je suis la seule à avoir la garde légale et financière des enfants, coupant tout contact entre eux et leurs parents criminels. Aujourd'hui, j'ai 73 ans, 2 ans après cette confrontation. L'appartement à Suresnes n'est plus un lieu de peur, mais un centre d'activité. J'ai utilisé une partie de l'indemnisation pour fonder l'Ancrage de Suresnes, une petite association communautaire dédiée à aider les personnes âgées à lutter contre le syndrome post-chute. Je n'ai jamais été aussi en forme. Je marche tous les matins sans canne.
Mon état neurologique est parfait. Mes vertiges ont disparu depuis longtemps. Avant l'intervention de Claire, il me fallait 30 secondes pour traverser le salon. Aujourd'hui, je le fais en 4 secondes. J'ai perdu 12 kilos et je pratique la couture tous les jours. Je donne moi-même des ateliers 2 fois par semaine. Nous enseignons les points d'ancrage, 3 minutes, qui réduisent l'anxiété et le risque de chute de 27%. J'explique comment le simple contact du toucher du mur, 5 minutes, peut améliorer la proprioception de près de 20%. Nous avons aidé plus d'une centaine de personnes âgées à retrouver leur indépendance, sans avoir recours à des médicaments lourds. Claire est ma fidèle collaboratrice et mon amie. Notre partenariat est la chose la plus précieuse que j'ai gagnée dans cette histoire. Elle s'occupe désormais des aspects techniques, tandis que j'apporte le témoignage de la survie. Je me suis réconciliée avec le concept de la vieillesse. Je n'ai plus peur de tomber, parce que je sais comment me stabiliser. J'ai perdu ma fille dans l'avidité, mais j'ai gagné une communauté et un nouveau but. Mes petits-enfants vivent avec moi, en sécurité et aimés. Je leur apprends à coudre et à ne jamais faire confiance à l'argent plus qu'à l'intégrité. Parfois, quand je suis assise près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur les toits de Suresnes, je repense à Marc et Sophie. Ils voulaient que je sois incapable, muette et insignifiante pour obtenir l'appartement. Ils croyaient que ma faiblesse était leur billet pour la richesse. Ironiquement, ce qui devait me faire chuter m'a appris à m'ancrer. La vengeance la plus complète n'est pas la prison, mais la vie. J'ai enterré le syndrome post-chute, la peur, la dépendance. J'ai le cœur lourd d'avoir perdu ma fille, mais l'esprit léger d'avoir sauvé ma dignité. Aujourd'hui, je suis une couturière qui a cousu sa propre résilience. À 73 ans, je suis plus stable, plus libre et plus riche de ma propre existence. La chute a été la chose la plus effrayante de ma vie, mais elle a été ma seule véritable victoire. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.